C'est parfait pour ma part. Donc voilà, donc, comme j'introduisais pour aujourd'hui, ce que j'ai compris des attentes, c'est de vous parler du panorama de l'écosystème e-santé, santé numérique en France, pour les innovateurs. Comment je fais quand j'ai un projet d'innovation destiné à la santé numérique française. Donc pour ça, je vous propose de suivre le plan suivant, c'est-à-dire qu'on va déjà faire le point sur les différents acteurs du numérique en santé en France. Vous apercevrez qu'ils sont nombreux et que ça ne facilite pas la compréhension du rôle de chacun. Donc, on prendra le temps de faire le point là-dessus. Ensuite, vous éclairer sur la stratégie nationale du numérique en santé qui est en cours, vous mettre en lecture avec un renfort particulier sur un programme qu'on appelle le Ségur du numérique, qui sont des moyens complémentaires à la stratégie nationale pour accélérer les choses. Et dans tout ça, la répartition des rôles entre ces différents acteurs. Et enfin, je terminerai sur les 4 principaux dispositifs qui peuvent vous être utiles, en tout cas qu'il est pertinent de connaître quand on a un projet d'innovation en France, que je déclinerai. Donc, Genius, article 51, territoire d'innovation et le Health Data Lab. Donc, je vais commencer par les acteurs du numérique en santé. Alors, on a plusieurs niveaux. Le premier niveau est un niveau national où on va en premier lieu retrouver au sein du ministère des Solidarités et de la Santé une délégation qui s'appelle la délégation ministérielle au numérique en santé. C'est elle, on le verra, qui est en charge de la définition stratégique et de la répartition des rôles. On a ensuite un gros acteur national qui porte des services que je détaillerai tout à l'heure, qui est l'assurance maladie, qui opère des services numériques destinés aux patients français et par répercussion aux praticiens. On a ensuite la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie qui est en charge de tout le secteur médico-social, donc les prises en charge des personnes âgées, des personnes en situation de handicap notamment et principalement. À l'échelle régionale, je ne sais pas si on voit ma souris, mais ici, on va retrouver des déclinaisons de on voit très bien, oui. Voilà, à travers, en premier lieu, l'Agence régionale de santé, qui est en charge de la stratégie santé en région, très globalement, et qui a une composante numérique en santé qui est articulée avec ce qu'on appelle les GRAD, pour Groupement régional d'appui au développement de la e-santé. Je détaillerai ce point-là tout de suite après. Et en fait, tout cet écosystème est fédéré au sein d'une entité commune qui est nationale, qu'on appelle l'Agence du numérique en santé. Tous les acteurs que je viens de citer sont représentés à la gouvernance de l'Agence du numérique en santé. Rapidement, sur les groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé, vous voyez que chaque région, finalement, a sa propre entité. Toutes ces entités coopèrent à l'échelle nationale au sein du collège des grades, mais chacun est en charge, on verra dans la répartition des rôles, d'une déclinaison de services en région. Donc, selon les secteurs d'implémentation que vous envisagez, il y aura des interlocuteurs différents que vous retrouvez ici au niveau des logos et des désignations. J'en viens à la stratégie nationale. Donc, la stratégie nationale du numérique en santé en France a été lancée en 2019 sur un constat assez affirmé que ça fait plusieurs années que beaucoup de monde travaille sur le sujet et qu'on est assez loin du résultat pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas posé les fondements d'urbanisation du numérique en santé. L'analogie avec la maison qui est représentée, elle se fait avec les plans d'urbanisation d'une ville.
Pour qu'un écosystème, pour qu'une cité puisse se développer, il faut d'abord que les infrastructures soient correctement en place et normalisées. Voilà, une ville, elle va se développer correctement quand l'évacuation d'eau, des eaux usées est en place, quand l'eau potable arrive dans les logements, quand l'électricité alimente tout le monde, et ensuite on en vient au réseau de communication. Donc tant que ça, ce n'est pas en place, il est compliqué finalement d'avoir des plans d'urbanisation, de laisser travailler des architectes pour personnaliser les maisons et laisser la ville se développer. Et ben, dans la même philosophie, la stratégie du virage numérique en santé en France porte ces mêmes principes, c'est-à-dire qu'on va commencer par bien consolider ce qu'on appelle les référentiels socles, qui sont tout en bas là, qui vont… Alors, je le détaillerai si vous avez des questions, mais comprenez que c'est des référentiels communs à l'échelle nationale sur lesquels les éditeurs, les hôpitaux, les différents praticiens du système de soins et du système médico-social vont s'appuyer communément pour parler du même patient, c'est l'identifiant national de santé, pour s'authentifier de manière sécurisée de la même façon, avec les mêmes référentiels de praticiens qui sont construits, et d'avoir des politiques de sécurité, d'hébergement de données de santé qui soient là aussi robustes et consolidées pour tous. On a ensuite une deuxième couche de services nationaux qu'on abordera au niveau de la répartition des rôles, mais qui se compose en 5 grands composants. Le premier composant, c'est la messagerie sécurisée de santé pour les professionnels, mais aussi pour les citoyens. Le DMP pour dossier médical partagé, c'est l'entrepôt des documents patients pour lequel le patient donne l'autorisation d'accès ou pour lequel on gère des accès en urgence aux besoins. On a ensuite des outils d'agenda et de synchronisation des rendez-vous qui montent au niveau national, qui sont en train de se mettre en place. Un outil de e-prescription qui a comme première finalité de sécuriser la délivrance d'ordonnances et de vérifier qu'il n'y a pas de falsification. Et puis des outils de coordination, on commence à voir émerger, là ça se décline en région, des outils de dossiers patients qui permettent de structurer une équipe de soins autour et voilà, de prendre en charge collectivement à travers le numérique les patients efficacement et dans la transversalité. Une fois que ces socles sont posés, on retrouve 3 pans de la maison. Un premier pan qui est dédié aux accès pour les professionnels aux différents services à leur disposition, qu'ils soient au niveau national ou en région. On a l'autre pan de la maison qui concerne le citoyen, patient, résident, qui se traduit par un service qui est aujourd'hui en phase pilote et qui est généralisé le 1er janvier prochain, qui s'appelle Mon Espace Santé, qui va comprendre notamment la messagerie sécurisée citoyen, le DMP, l'agenda. Sur le toit de la maison, on a tout ce qui relève de la donnée et de la donnée de santé partagée, sécurisée, qui est confiée à une entité dont on parlera à la toute fin de mon intervention, qui est le Health Data Hub. Et puis ensuite, on a différents dispositifs qu'on retrouve au-dessus de cette maison, de cette cité, pour finalement travailler la dimension éthique, la dimension de certification des systèmes d'information, pour consolider les financements de toute cette mise en œuvre, pour accompagner l'innovation, et c'est le sujet du jour si j'ai bien compris, voilà, que ce soit de l'innovation universitaire en recherche de données, ou bien à vocation de développement par les éditeurs. Et ensuite, on a tout un tas d'instances aussi qui sont dédiées à la concertation de chacun. Dans cette stratégie post-épisode Covid, qu'on a tous collectivement connu, a été fléché des moyens complémentaires pour accélérer la mise en œuvre efficace de cette stratégie nationale. C'est ce qu'on appelle le Ségur numérique.
qui se décrit de la manière suivante. L'ambition du Ségur du numérique en santé, c'est qu'au-delà de l'infrastructure, au-delà des outils, on accélère sur le développement des usages. C'est-à-dire que pour que ces services soient utiles, il faut qu'il y ait un contenu pertinent pour les praticiens, pour les patients. Et donc, l'ambition, elle est dimensionnée à 2 milliards d'euros d'investissement. L'ambition est qu'en 3 ans, on va passer de 10 millions à 500 millions de documents échangés et partagés. Pour ça, on s'appuie sur 4 composants principaux. On l'a déjà évoqué, l'entrepôt DMP, la messagerie sécurisée de santé, l'identifiant patient commun, qu'on appelle l'INS, l'identifiant national de santé, et un dispositif qu'on appelle Pro Santé Connect, qui est un dispositif d'authentification forte par une application mobile aux outils en accès web ou mobile. Et donc, le Ségur et ces moyens-là vont flécher ces délivrances de documents par les pharmacies, par les hôpitaux, par les établissements médico-sociaux, donc les maisons de retraite, les structures handicap, les producteurs d'imagerie médicale, les producteurs de compte-rendu de biologie et la médecine de ville. Voilà. C'est ce qui se retranscrit sur ce schéma-là. Donc ça, c'est porté au niveau régalien par l'État et avec l'appui des structures régionales dans la déclinaison. Dans la répartition des rôles, donc, on évoquait la délégation du ministère de la Santé en France, donc, qui se charge de la stratégie, de son pilotage, de la répartition des rôles à travers ces 2 éléments que je viens de présenter. Donc, le virage du numérique en santé, le Ségur du numérique en santé. On a ensuite l'assurance maladie, qui est porteur de 2 composants clés, des 4 fondamentaux qu'on déploie. Le dossier médical partagé, qui, à partir du 1er janvier prochain, va être intégré à mon espace santé et donc confié à l'Agence du numérique en santé. Donc, on va avoir une articulation entre les 2 acteurs. L'identifiant national de santé va être consolidé grâce à un service, un web service de l'assurance maladie qu'on appelle l'INSI. C'est l'outil qui va nous permettre, à partir d'un numéro de sécurité sociale, d'aller croiser les traits d'identité, donc nom, prénom, date de naissance, ville de naissance notamment, du patient pour s'assurer qu'on a bien le bon numéro dans les outils. L'Agence du numérique en santé, donc, je l'évoquais, va porter mon espace santé très directement, porte déjà et continue de porter la messagerie sécurisée de santé, porte le dispositif Pro Santé Connect pour les outils d'authentification des professionnels et porte tout ce qui relève des référentiels. Vous trouverez sur leur site finalement tout ce qui va cadrer la normalisation des échanges entre les systèmes d'information. C'est ce qu'on appelle le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé. En région, chaque structure va continuer de déployer ses services en région. Ça fait plusieurs années qu'on y est impliqué. Et finalement, travailler sur les points d'entrée depuis mon espace santé, depuis le bouquet de services professionnels au niveau national. Donc là, j'ai l'exemple de Pulsi, mais chaque région a son bouquet de services à disposition. Et là aussi, on va retrouver des composants socles existants dans chaque région sur lesquels s'appuient ensuite les services numériques à disposition. Voilà pour la présentation des acteurs, de l'écosystème et de la stratégie. On en vient donc aux dispositifs qui peuvent être utiles aux innovateurs en France sur le périmètre du numérique en santé, avec un premier guichet national qui s'appelle Genius, dont l'objectif est finalement de faire cet exercice de synthèse et de vous accompagner dans la compréhension des relais que vous pouvez trouver sur le décryptage de la réglementation de la e-santé, sur l'identification des grands acteurs et les points d'entrée, et sur les dispositifs de financement existants, multiples et variés. Donc, le premier réflexe, je pense,
pour un innovateur et aller se rapprocher de Genius pour aller expliquer quel est son projet, quelle est son ambition et être orienté dans ces différentes mises en relation. On a un deuxième dispositif très intéressant à connaître, qui lui est un dispositif de financement et de dérogation. Alors, je ne détaillerai pas dans toutes les subtilités le dispositif. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il fait partie du projet de loi de finances de la Sécurité sociale de 2018, donc il est porté par les financements assurance maladie. Il permet à la fois d'obtenir des aides et des subventions sur des projets particuliers, mais aussi des dérogations. C'est-à-dire qu'on a une réglementation qui est posée, des financements classiques de prise en charge et de remboursement qui sont installés. Eh bien, à travers l'article 51, il est possible finalement d'amener une autre perspective à une idée qui peut être intéressante, pour lequel il y a un process d'instruction, mais qui va permettre de mettre en place et d'expérimenter sur des durées de 1, 2, 3 ans des modes de financement nouveaux et des dérogations à la réglementation en place pour que justement l'expérimentation puisse être menée. Donc en juin 2021, on comptait 130 projets qui s'inscrivent dans ce cadre-là. Et vous avez le détail sur cette carte du nombre de projets. Et sur le lien que j'ai mis dans cette présentation, je pense qu'on vous la fera suivre, vous allez retrouver le détail des différents projets et leur description si vous souhaitez approfondir et vous en inspirer. On a ensuite un autre programme qui est porté plutôt sur le plan d'une logique d'investissement d'avenir, à hauteur de 450 millions d'euros. Je l'ai évoqué parce qu'on a 2 projets en France qui ont été retenus sur la thématique santé, qui sont frontaliers, avec un premier territoire d'innovation qui a été retenu par Imeuse Santé. Bon d'avoir en lecture. Donc, Imeuse Santé travaille avec des innovateurs pour avancer dans le programme qu'ils ont décrit et qu'ils souhaitent déployer. Et puis, on a la même initiative à Strasbourg sur les territoires de santé de demain, ce qui me permet de mettre en perspective également les interactions qu'il peut y avoir plus localement. Donc, territoire de santé de demain s'appuie sur une structure qu'on a fondée entre plusieurs acteurs de la région, notamment Grand Innov, qui est bien représenté aujourd'hui, mais aussi les hôpitaux de Strasbourg, Pulsi, l'IHU, différents grands acteurs qui se sont fédérés autour de cette structure associative et qui est un des acteurs clés du territoire d'innovation. J'en termine avec le Health Data Hub, où là, on n'est pas sur de l'accompagnement direct d'innovateurs, éditeurs de solutions. On est plutôt sur l'organisation de l'accès à la donnée de santé française qui est fédérée au sein de cette structure, avec lesquelles vous pouvez être accompagné pour voir de quelle manière vous pourriez accéder à une partie des données à disposition pour aller faire de l'analyse de compréhension territoriale, d'intelligence artificielle sur des pathologies particulières. Ils sont là pour vous accompagner, c'est leur rôle. Et donc, c'est également un point d'entrée intéressant si votre approche d'innovation se base sur la donnée de santé en particulier. Voilà, je crois que mon temps est écoulé. Je suis à votre disposition pour les différentes questions ou sujets que je n'aurais pas évoqués et que vous auriez évoqués. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation d'un sujet qui est un projet vraiment d'envergure. Je ne sais pas si parmi
nos participants, vous avez des questions. Je n'en ai pas vu pour l'instant dans le chat. Est-ce que quelqu'un a peut-être des questions à l'oral ou des points que vous souhaiteriez voir encore approfondis? Parce que sinon, moi, j'ai une question, puisque là, on est dans le cadre d'une manifestation transfrontalière. En dehors du projet IMEUS, est-ce qu'il existe d'autres connexions sur le plan européen, par exemple? Oui, alors ce que je peux vous relater, c'est qu'on a une interaction qui se confirme avec la structure équivalente à Pulsi au Luxembourg, avec qui on travaille, on est mandaté par nos institutions respectives pour travailler la question de l'accès à la donnée de santé d'un pays par rapport à l'autre, pour notamment la prise en charge des frontaliers. Et on est en train de décrire les flux techniques et puis les chantiers à mettre en œuvre. On a également des sollicitations sur un projet européen qui tourne autour d'une plateforme pour les objets connectés, de récupération de données d'objets connectés. Voilà, j'en suis à l'invitation, on va découvrir cette thématique, mais on sent que dans notre région frontalière, les choses bougent beaucoup, se précisent. On a aussi des initiatives plus locales d'acteurs qui, par rapport à des difficultés d'accès aux soins, ont eu des initiatives à travers les mutuelles pour gérer finalement des flux d'informations et qui du coup commencent à s'approcher de Pulsi ou du national pour voir de quelle manière on pourrait donner une autre dimension à ce sujet. Et je crois savoir qu'on a un plan ambitieux sur l'intelligence artificielle qui regroupe déjà pas mal de pays et d'universités à ce stade, qui est porté par notre président de région Grand Est, M. Jean Rotner. Donc, on n'est pas directement impliqué pour le moment, mais on reste en lecture et en interaction pour voir comment on peut contribuer. D'accord. Et justement, quid des autres pays européens sur cette digitalisation des process, etc. Donc là, on voit que la France met en place un plan très ambitieux. On se situe où par rapport aux autres pays européens? Je regardais une des vidéos sur le sujet qui m'a été communiquée, et puis on disait qu'on était un peu à la traîne. Est-ce que là, actuellement, on se situe dans le juste milieu? Est-ce qu'on sera plutôt en avance par rapport à ce qui peut se faire chez certains de nos voisins? Quel est votre avis sur le sujet? Alors, je confirme que si on se concentre sur les niveaux d'utilisation de tous ces outils, je partage l'analyse, on est à la traîne. On a une affirmation de la stratégie et des moyens associés qui s'est affirmée il y a relativement peu de temps, 2019, 2021, on a des livrables 2022 qui sont attendus. Ils ont été accompagnés d'un changement aussi de paradigme au niveau de la réglementation. Un des gros freins, si je prends l'exemple du dossier médical partagé, qui a démarré en 2009, donc, qui a pris du temps, une des grosses difficultés à lever a été d'obtenir le consentement du patient. Pas parce que le patient a du mal à le donner, en général, il y voit peu d'objections et comprend très vite l'intérêt de ce dispositif, mais parce que dans la chaîne de prise en charge, à aucun moment, c'est compliqué à tous les niveaux de prendre le temps d'expliquer le dispositif et d'inciter le patient à créer le dossier. Donc, ça fait que finalement, on a, dans ce paradigme, créé minoritairement les dossiers, donc eu des difficultés à transformer l'usage, donc un constat aujourd'hui de timidité autour du sujet. Ce qui se passe dans les phases pilotes et qui va se généraliser en 2022,
c'est que la CNIL, donc je ne sais pas j'imagine qu'il y a des équivalents dans chaque pays, c'est la Commission nationale informatique et liberté. C'est elle qui est en charge finalement de faire respecter le RGPD et la réglementation associée pour qu'on respecte bien les droits des citoyens, des patients. On a obtenu la validation de leur part de procéder à l'inverse, c'est-à-dire qu'on va généraliser mon espace santé à l'ensemble des assurés de France en les informant un mois à l'avance que le dossier va être créé, qu'ils ont le droit de s'y opposer. S'il n'y a pas d'opposition, il sera créé et ils pourront a posteriori demander la suppression ou la suspension. Donc, dans les phases pilotes, finalement, on observe que plus de 95% des dossiers sont créés. Donc, on a très, très peu d'opposition. On attend avec impatience de voir quelle va être l'évolution ensuite. Mais du coup, les dossiers sont existants en masse. Ce qui, du coup, rend les chantiers Ségur beaucoup plus pertinents et impactants parce que là, on va pouvoir automatiser les flux d'alimentation de documents génériques qui vont produire le contenu pertinent. Donc, voilà un peu la situation en France. Donc, on a un retard. Je pense qu'on va rapidement le rattraper et que toute la synergie ensuite va donner lieu à un écosystème beaucoup plus riche et foisonnant parce que autour de cet entrepôt, autour de ces outils socles, il y a énormément d'innovations à trouver. On a beaucoup d'acteurs qui ont envie de capitaliser là-dessus pour aller plus loin. Et on sait assez bien quel est tout le potentiel du numérique, notamment sur le sujet de la santé. C'est vrai. Je vais juste vous diffuser une question qu'on a reçue dans le chat de la part de Mme Escoffier. Est-ce que Pulsi accompagne ou interagit avec des projets numériques ayant des applications liées à l'innovation technologique, comme par exemple le diagnostic, l'imagerie, assistance à la chirurgie, etc., au-delà de la gestion des données patients et de la télémédecine? Alors, notre première mission n'est pas d'accompagner l'innovation. On a d'autres acteurs en France et en région Grand Est qui ont cette mission-là et sur qui on s'appuie pour finalement avoir un relais. Notre première mission chez Pulsi, c'est de créer l'écosystème, de bien interfacer les différents acteurs pour que les flux soient en place et que l'infrastructure existe. On a ensuite la mission de déployer des services métiers socles sur du partage d'imagerie, sur des solutions de télémédecine, mais au sens régalien, sur des filières. Un exemple sur lequel on s'implique beaucoup, c'est la télémédecine pour la prise en charge des AVC. Donc, on raccorde les différents services d'urgence avec les unités de neurochirurgie qui sont en capacité de faire le diagnostic à distance. On va aussi s'impliquer dans la mise en place de solutions de téléconsultation dans les secteurs pénitentiaires et dans les unités de soins en prison. Donc, voilà, on a ces missions-là. Et ensuite, on s'articule avec des acteurs, je le citais, Prism, on l'a fondé dans cet objectif-là. On a d'autres incubateurs avec lesquels on est en proximité qui nous remontent finalement des solutions assez matures pour qu'on puisse évaluer leur potentiel et soit contribuer à une mise en avant, soit voir comment on peut l'envisager au niveau régional, puisque c'est notre périmètre actuel. D'accord. Très bien, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions peut-être parmi les participants dans le chat ou même n'hésitez pas à lever la main. Maintenant, moi j'ai encore une question. Vous faisiez une analogie au début avec l'implantation des réseaux d'urbanisation. Justement, si on venait à garder cette analogie actuellement, on se trouve où au niveau du développement? Alors, on a
une première matière assez riche, encore pas assez, qui est, je l'ai cité, le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé. C'est là qu'on retrouve toute la normalisation des documents types qu'on va justement partager et qui a vocation à s'enrichir en nombre de documents. On a plein de documents à formaliser et à transcrire, et aussi à générer en format structuré. Donc aujourd'hui, on utilise beaucoup encore le format XML pour générer un document, le déposer et puis aller le récupérer et pouvoir l'interpréter. Il y a différents degrés de maturité de ces formats. Certains se contentent d'encapsuler du contenu PDF, mais voilà, ça permet malgré tout, avec les balises XML associées, d'aller déposer ces contenus dans le bon dossier patient, enfin, faire de l'exploitation. Et puis, on a des choses beaucoup plus avancées en matière de structuration XML pour le moment, sur la biologie, où là, on a les résultats par codification normalisés et on sait générer un XML complet qu'on va remettre en forme en consultation, mais qui a déjà donné lieu à des démonstrateurs de viewers de résultats de biologie. On va finalement, à partir du moment où ils sont déposés dans un entrepôt national dans le bon dossier patient, on va pouvoir aller consulter le dernier compte-rendu prescrit, mais également visualiser tous les antécédents de résultats. Et donc, on commence à amener de l'ergonomie dans le potentiel d'exploitation de ces documents. L'étape qui n'est pas encore engagée, mais qu'on s'en va arriver assez vite, c'est de retranscrire ces formats XML en format dit FHIR, qui sont des formats qui se basent sur les protocoles REST. Donc, on va être sur des API REST avec la bonne normalisation des chaînes de communication. Si je suis trop technique, il faut me le dire. Si je ne suis pas assez, on peut… Et pour l'instant, je pense que ça va. Je vois qu'on a une question de la part de Bertrand Simon. Bertrand, si tu veux prendre la parole. Oui, oui, bon, tout cela est très intéressant. Bon, vous avez parlé d'un projet en cours peut-être de montage, donc notamment avec le Luxembourg sur l'interopérabilité. Justement, bon, on a vu aussi dans l'intervention précédente de M. Deval que aujourd'hui, la santé n'est pas une compétence européenne, mais une compétence qui dépend des États. Est-ce que finalement, ces espaces donc, transfrontaliers ne peuvent pas être des laboratoires d'expérimentation qui pourraient se généraliser pour que l'interopérabilité soit plus sur un territoire uniquement transfrontalier, mais européen? Et en quelle mesure ça ne pourrait pas nous aider à aller vers le fait que la santé devienne un jour une compétence européenne, si vous pensez que c'est judicieux? Question aisée, merci. Alors, je vais vous apporter assez modestement mes réflexions sur le sujet. Bon, on a déjà eu une première initiative historique européenne, pour ceux qui en ont entendu parler, qui s'appelait Ipsos, qui finalement consistait à avoir un entrepôt de données pour les étudiants Erasmus et faciliter leur prise en charge. Bon, c'est un projet qui a débuté, qui n'est pas allé au bout, qui était porté par la structure antérieure à l'Agence nationale, l'Agence du numérique en santé. On voit apparaître un service européen aujourd'hui qui est porté par la même entité, qui s'appelle CESALI, SESALI, qui a comme vocation d'interpréter et de traduire les documents. Alors, on comprend très vite que pour pouvoir se faire, il faut des documents structurés, voilà, pour que l'outil puisse le faire. Mais on permet déjà aujourd'hui, du coup, aux praticiens français, à travers ce service qui vient d'être lancé, de s'authentifier de manière sécurisée sur les standards nationaux et d'aller consulter les entrepôts de données des pays européens
avec une traduction des pathologies. Donc, il y a une normalisation qui est faite dans ces documents-là pour pouvoir gérer les correspondances. Et donc, un médecin traitant qui prend en charge un patient espagnol, il va pouvoir consulter les antécédents qui sont indiqués dans l'entrepôt espagnol. Voilà, pour avoir la vision complète de la prise en charge. Donc, il y a des avancées. Pour répondre à votre question, entre le périmètre régional et transfrontalier et le périmètre national, on se pose les mêmes questions dans l'interrégionalité. Donc, voilà, au-delà de la problématique de nationalité, un patient aujourd'hui qui partage de l'imagerie en région Grand Est, il ne va pas retrouver ses examens dans le système porté par la Bourgogne-Franche-Comté ou par les Hauts-de-France. C'est aussi une difficulté. On sent arriver qu'avec ces socles nationaux, il y a quand même un prérequis qui est seulement en cours de déploiement, c'est qu'on parle bien tous à l'échelle nationale du même patient. Comprenez bien que si on n'a pas le même identifiant patient d'une région à l'autre, on n'a aucune chance de finalement fédérer les différentes données qui le concernent à un niveau national. Je pense qu'on va progressivement, avec le déploiement de l'INS, tendre vers une logique d'indexation et de mise à disposition des données portées en région, d'une région à l'autre, voire une indexation nationale. On va laisser le virage du numérique en santé aller jusqu'au bout, mais c'est des perspectives qu'on voit arriver. Et donc, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et d'imaginer avec le Luxembourg, qu'on peut envisager avec d'autres pays limitrophes, finalement, ça peut se transposer de la même façon. C'est-à-dire que si en région Grand Est, on arrive à créer ces ponts, on va pouvoir en faire bénéficier plus largement la communauté des structures publiques des autres régions, si on va au bout de cette logique d'indexation. Il y aura malgré tout, et je terminerai là-dessus, un sujet sur les socles et les fondamentaux européens. Parce que la problématique que je décris sur l'identifiant national de santé, elle va également exister à l'échelle européenne. Donc, je ne suis pas en visibilité fine de l'état d'avancement et de l'existence d'un identifiant national en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, à ce jour, et puis plus largement dans les autres pays. Si on a bien tous un identifiant national, je pense qu'on arrivera à construire quelque chose à l'échelle européenne. Ça nécessitera de le confier à une structure qui sera, je pense, dédiée à cet effet et qui aura cette mission finalement de fédérer et de nous aider dans l'indexation internationale européenne de ces données-là. Merci beaucoup. Ça annonce compliqué, mais très prometteur. Du coup, moi, j'ai encore une question. J'ai cru comprendre que l'impulsion de cette feuille de route numérique provient d'un rapport qui a été remis, je crois, en 2018, avec des premières pierres qui ont été posées en 2019. Donc là, on est encore en période pré-Covid. Du coup, ma question, c'est avec les événements qu'on a connus ces derniers mois et ces dernières années, est-ce que le Covid a eu un impact finalement minime, puisque toutes les impulsions ont été lancées avant? Est-ce qu'au contraire, il a consolidé ou voire même accéléré le déploiement de cette feuille de route numérique? Alors, il a très clairement accéléré l'adhésion générale et des patients et des praticiens au numérique en santé. Sur le virage du numérique en santé, je tiens à saluer la performance parce que elle est au rendez-vous. Il n'y a pas eu de retard de prise, ce qui est déjà une grosse réussite en soi, parce que les calendriers annoncés ont été tenus. Déjà, je l'évoquais, on a eu des moyens complémentaires par cette prise de conscience collective. On a eu une réinjection de quasiment le même budget que le budget initial sur la question des usages.
Donc là aussi, sur la question des moyens financiers, forte accélération pour aller au-delà de la mise en place de l'écosystème, mais bien traduire ça en dispositifs utilisés. Au niveau des praticiens, des acteurs en santé, le Covid, finalement, a permis de lever les freins à l'adoption, puisque pour les praticiens de ville, les choses ont été assez radicales en France et j'imagine plus largement. Les salles d'attente des cabinets de médecins se sont vidées. Donc, pour pouvoir continuer à exercer, et puis dans un contexte sanitaire où on avait besoin de leur mobilisation, finalement, très vite, ils ont mis le pied à l'étrier des dispositifs de téléconsultation qui ont été déployés par plusieurs opérateurs et acteurs, publics et privés d'ailleurs. C'était un effort collectif. On a ensuite vu ces mêmes médecins être dans la problématique de confiner des patients en masse et d'être inquiets parce qu'on avait une proportion quand même assez conséquente de patients qui décompensaient entre le 7e et le 12e jour. Donc, il y avait finalement une responsabilité médicale à s'assurer de l'évolution pathologique des patients confinés par les médecins traitants, par les médecins hospitaliers. Là, on a vu émerger des solutions de télésuivi. Donc, les patients qui en ont accepté la démarche, finalement, se voyaient adresser des formulaires d'auto-évaluation quotidiens qui permettaient aux praticiens qui l'avaient pris en charge et qui lui avaient demandé de rester confiné à domicile, eh bien, ces praticiens pouvaient finalement avoir une vision qui pouvait se concentrer sur les quelques patients pour lesquels on constatait de la décompensation, ce qui pouvait ensuite engager une consultation téléphonique ou la proposition d'une visioconsultation d'évaluation. Donc, voilà, moi, globalement, sur tous ces aspects-là, les choses ont accéléré. Les patients, en contrepartie, ont également assez rapidement franchi le pas, même pour ceux qui pouvaient en être réticents et qui ne seraient pas allés de manière spontanée ou par curiosité. Là, c'était compliqué de se rendre à l'hôpital, c'était compliqué de se rendre chez son médecin traitant, c'était également compliqué d'avoir un proche en EHPAD et de maintenir le lien. Donc, voilà, tout ça a aussi accéléré l'adoption des patients et des citoyens plus largement. D'accord, merci beaucoup pour ces précisions une nouvelle fois. Je vois qu'il n'y a pas de questions supplémentaires. On arrive du coup à la fin de cette session. Donc, si tout le monde le veut bien, je vous propose de la clôturer tout simplement. Je vous remercie encore une fois, Monsieur Lotz, pour votre intervention, pour tous les éclaircissements sur les différents points que l'on a pu aborder. Je remercie également la partie traduction. Je sais que ce n'est pas facile, donc merci beaucoup. Et puis voilà, s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, vous pouvez toujours revenir vers nous après cet événement. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis voilà, à bientôt sur les différents événements du Connecting GR. Merci. Merci.